Bonjour, bienvenue sur Open Box TV, l'émission de géopolitique d'Alain Juillet. Alain Juillet, bonjour. Bonjour. Nous avions fait des émissions très intéressantes sur le couple franco-allemand. On s'est posé des questions sur la fidélité ou l'infidélité dans ce couple franco-allemand, en particulier dans le domaine de la coopération militaire. Oui. Mais aujourd'hui sort un rapport détonnant sur une action vraiment offensive d'un pays ami, l'Allemagne, pour déstabiliser complètement notre système et notre économie autour du nucléaire français, symbole de la puissance industrielle de la France à un moment et de notre indépendance énergétique. Absolument. Et c'est parce que ce rapport est particulièrement intéressant et sur un thème qui est peu connu en définitive, mais qui a beaucoup d'impact. Depuis qu'il est sorti, tout le monde en parle. On a pensé utile de faire l'émission sur ce thème, en y ajoutant d'ailleurs d'autres commentaires, parce que c'est vraiment un problème de fond, comme vous allez le découvrir. Alors, c'est l'école de guerre économique de mon ami Christian Arbulot, qui a été à l'origine de ce rapport. Et nous avons invité, pour en parler avec nous, un des étudiants qui a été le réalisateur, on peut dire, le concepteur, le réalisateur de ce rapport. Donc c'est Augustin Vintemberger. Bonjour. Bonjour. Avec qui on va pouvoir dialoguer. Mais pour commencer, je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses qu'on avait eu l'occasion d'évoquer dans le passé, comme vous le disiez. Quand on regarde les ONG, on s'aperçoit que 70% des ONG, si j'en crois un rapport qui avait été fait il y a déjà de nombreuses années, mais qui n'a jamais été remis en cause, qui avait été fait par Bernard Carayon, un député qui était spécialisé en intelligence économique il y a une dizaine d'années en France, dans le cadre d'une fondation qu'il avait créée, il avait montré que sur 100 ONG, 70 étaient pilotées par des États ou par des entreprises. Il n'y avait que 30 ONG, je dirais, honnêtes. Les autres étaient des engins, des outils de manipulation. Dans ce qu'on va évoquer aujourd'hui, on va parler des fondations. Et on va voir le rôle que peuvent jouer encore, parce que ça continue, des fondations allemandes dans le domaine du nucléaire. Et bien entendu, en cours de route, on comparera avec d'autres organisations, dont les fameuses ONG, qui, comme par hasard, sont complémentaires. Et on comprend bien que tout ça, c'est un tissu dans lequel on peut se faire prendre. Et comme vous allez l'entendre dans cette émission, vous allez voir comment un pays, à travers des fondations, est capable de déstabiliser l'industrie d'un autre pays avec toutes les conséquences que ça peut poser. L'autre pays étant la France, l'activité étant le nucléaire. Je vous rappelle que nous avions, grâce au nucléaire, l'électricité la moins chère d'Europe, que donc c'était un élément de compétitivité pour nos entreprises, et que l'assassinat du nucléaire français a abouti à ce qu'aujourd'hui, on soit obligé d'acheter du gaz à un prix très élevé, dans un cadre européen qui nous coûte très cher, et comme vous avez pu le constater, ça a un impact catastrophique sur nos entreprises. Donc c'est vraiment un vrai problème et sur lequel il est fascinant d'essayer de gratter pour comprendre comment ça s'est passé. Augustin, permettez, je vous appelle Augustin. Allez-y. Comment vous êtes arrivé à faire un rapport là-dessus? Parce que c'est quand même un sujet un peu surprenant. Alors en fait, c'est un projet qui s'est inscrit dans le long terme. Une promotion précédente nous avait fait un rapport sur l'Allemagne et le nucléaire et comment il y avait ce travail de SAP. Ils avaient évoqué les fondations politiques allemandes, mais n'étaient pas rentrés réellement dans ce sujet-là. Et on a choisi vraiment de se concentrer sur cette action-là, parce que c'est eux qui vont mener des actions en France, en particulier pour notre sujet, et comment la souveraineté française était menacée sur un sujet qui est, pour nous, très important, pour la France, très important. Tous les pays, tous les grands pays ont des fondations, ont des organismes d'influence. Souvenez-vous, par exemple, l'Institut Confucius, pour les Chinois, ils ont implanté des instituts Confucius partout, et ce sont des relais, bien entendu. Chaque institut Confucius est un relais d'une vision politique chinoise avec des objectifs précis dans les pays pour faire passer un certain nombre de messages.
hein. Il n'y a pas que, hein, parce qu'on en a. On a les Américains qui ont aussi des organisations du même genre. On a tout le monde, même nous, l'Alliance française. Mais dans l'Alliance française, qui a été à l'étranger un formidable vecteur, nous, on privilégiait plutôt la culture, alors que d'autres pays vont privilégier les problèmes industriels en particulier ou des objectifs de développement. Alors, dans votre étude, vous nous parlez bien sûr des fondations allemandes qui sont financées par le gouvernement allemand. Alors, quelles sont celles qui sont les plus importantes en définitive? Chaque fondation est affiliée à un groupe politique. Oui. Donc, la fondation Rosa Luxembourg et la fondation Heinrich Böll sont affiliés au Vert pour Heinrich Bien Böll sûr. et pour Rosa Luxembourg à Die Linke, qui est donc la branche de gauche des Allemands. D'accord. Et donc, c'est de là qu'on fait ce travail de sape pour le nucléaire, mais il en existe aussi d'autres qui vont aller de l'extrême droite à la droite modérée. Chaque parti a sa fondation. C'est ça, il y en a 7, et ces Ouais. 7 vont évoluer de manière indépendante, mais en étant reliés à l'État, au Bundestag, et aussi aux différents partis politiques allemands. Mais ils sont financés par l'État. Et ils sont financés par l'État, c'est dans les Comment lois ça se de passe, ça financement. Comment ils font? Parce qu'ils ont tous un budget bloqué, ou alors c'est à chacun un budget en fonction de ses études ou de la puissance du parti. Enfin, je sais pas, il y a tellement de possibilités. Alors, chacun a son budget. Il y a une enveloppe globale en 2023 qui atteignait 690 millions d'euros. Et en fait, quand même. Oui, et en fait, c'est dans les lois de financement. Et donc, plusieurs ministères participent à leur financement, et c'est 90%. Les 10% restants, ça va être des aides régionales, départementales, ou encore des dons de... Vous dites 680 millions d'euros pour 7. En gros, ça fait un peu moins de 100 millions par fondation. 100 millions d'euros pour une fondation, c'est pas mal, hein. Les instituts français, les fondations françaises, l'Institut Montaigne ou les autres, l'IFRA, ils seraient bien contents d'avoir 100 millions de budget, hein. Et ça vous donne une force de frappe Ouais, sur plan lobbying. C'est extraordinaire. Certaines vont gagner plus de 100 millions quand d'autres vont être un peu en dessous. Bien sûr, oui. Ce qui est intéressant, c'est que 50% de leur revenu, enfin de leur financement va à l'étranger. Donc, va aider leur fondation à grandir à l'étranger, etc. Après, ils sont très, très présents. Typiquement, la fondation Heinrich Böll, c'est plus de 30 fondations à travers le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient. Mais qui sont là pour promouvoir l'image de l'Allemagne, ou qui sont là pour promouvoir leurs idées? Parce que vous dites comme ça dépend de partis politiques. Alors en fait, les fondations à la base, c'était lors de la dénazification où elles ont été réellement créées. C'était pour enlever l'idéologie nazie qu'il pouvait y avoir encore en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ont des agendas politiques complètement différents. Pour reparler d'Heinrich Böll, elle a vraiment cet agenda très vert et très axé sur les énergies renouvelables. On a pu voir qu'ils avaient fait beaucoup de rapports anti-nucléaires et assez pro-énergie renouvelable, notamment dans plusieurs rapports qu'ils avaient fait avec Alternative économique, où là, il y avait un réel focus sur la France et sur le fait que le nucléaire soit vraiment mauvais. Il y avait 2 articles très incriminants pour la France et d'autres articles où, en fait, ils disaient le 100% renouvelable, c'est possible, typiquement. Alors, comment vous avez pu justement regarder et faire le lien entre ce que faisaient ces fondations en Allemagne sur le nucléaire, et puis en définitive, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous? Il y a eu Comment ça se passe? Alors déjà, c'est très assumé pour se documenter sur ce qu'était une fondation, comment elle était financée. On peut le trouver sur les pages des fondations allemandes. Donc en fait, ce rapport, il a pour but de montrer ça, mais aussi de montrer l'inaction en fait, de l'État français, puisque eux nous montrent clairement ce qu'elles font, comment sont leurs financements. Et donc, ils sont venus en France, notamment en France, par rapport à la question du nucléaire, parce qu'on est un compétiteur. On est un compétiteur évident en Union européenne. C'est clair. Aujourd'hui, eux, par rapport à leur énergie, c'est quelque chose qui est compliqué pour eux, avec la fin du gaz russe. Et donc, ils ont perdu cet avantage comparatif qu'ils pouvaient avoir par rapport à la France. Et ils veulent détruire le nucléaire pour regagner cet avantage. Oui, alors, si je peux me permettre, je vous interromps une seconde, parce que la France, si vous comparez la France et l'Allemagne au niveau industriel, en gros, on travaille pas plus
d'un côté que de l'autre. En gros, à la louche. C'est-à-dire qu'on est parmi les pays du monde où on travaille le moins, l'Allemagne et la France. Qu'est-ce qui se passe? Les Français, les entreprises françaises ont des charges sociales extrêmement importantes et on a un coût social des salariés très important. C'est la caractéristique française. Donc ça pénalise les prix de revient puisque ça s'ajoute au salaire net que va toucher l'individu. Comment on pouvait compenser? En plus, on avait des impôts très élevés. Donc comment on pouvait compenser? On pouvait compenser parce qu'on avait quelques éléments, et un des éléments essentiels, c'était l'électricité nucléaire. Nous étions les moins chers en Europe au niveau coût de l'électricité. Donc on compensait une partie de nos coûts supplémentaires par une électricité très faible. Les Allemands, de leur côté, qui n'avaient pas, ou du moins qui ont très vite été poussés à arrêter le nucléaire, hein, eux avaient une électricité qui coûtait beaucoup plus cher, à travers le charbon, à travers d'abord, et ils continuent d'ailleurs, entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui, comme vous savez, on a arrêté le nucléaire en Allemagne, on a rouvert les centrales à charbon, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne pollue plus, dans le nord de la France en particulier, qu'elle ne polluait il y a 10 ans. Personne n'en parle. Hein. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Donc, ils avaient une électricité beaucoup plus chère. Par contre, ils avaient des charges sociales beaucoup moins élevées et ils avaient des impôts beaucoup moins élevés. Donc, en définitive, quand on parle des différentiels de compétitivité entre les Allemands et les Français, une partie de ce différentiel, chez nous, était amortie par l'électricité. Donc, lorsqu'on tue le nucléaire et qu'on obtient à Bruxelles que tous les pays d'Europe pratiquent un prix péréqué de l'électricité à partir de l'électricité fournie par le gaz, qui est pénalisé? C'est nous, par rapport aux Allemands, puisque eux, ça ne bouge pas par rapport à ce qu'ils avaient avant, alors que nous, on va se retrouver à supporter le différentiel entre le coût nucléaire qui était très bas et le coût de cette électricité qui était très élevé. Donc en définitive, c'est un formidable moyen de tuer l'industrie française, ou du moins de lui mettre un grand coup sur la tête. C'est bien ça, on est d'accord. C'est exactement ça. Voilà, j'essaie de résumer un peu. Oui, bien sûr, mais on est c'est exactement ça. Voilà. Alors, donc, comment ils vont s'y prendre? Parce que c'est pas simple hein, d'arriver à convaincre dans un pays étranger d'arrêter quelque chose qui est moins cher, qui fonctionne bien. Hein. On est quand même à l'époque, on est les leaders au monde. Hein. Donc, comment on fait? Comment ils ont fait? Alors, il y a plusieurs types d'actions. Il y en a qu'on va appeler plus ou moins directes et des autres indirectes. Donc, les actions directes, ça va être la production de rapports, la production de connaissances. Ça va être rencontrer les élites du pays en question. Ça va être aussi donner des bourses, des formations, typiquement des bourses pour des doctorats ou des choses comme ça. Ça va être la création ou le financement de partis politiques ou affiliés politiquement, des partenariats avec des acteurs, des ONG dans le pays qui sont pour leurs objectifs, pour leurs ambitions. Donc ça va être les actions qu'on va dire directes et d'autres qui vont être indirectes, puisqu'en fait, tout ce qui va être lobbying et action, on va dire choc, normalement, en Allemagne, les fondations n'ont pas le droit de le faire. Elles n'ont pas le droit d'être en ingérence dans un autre pays. C'est interdit. Et donc, ils vont passer par un acteur tiers. Typiquement, pour Heinrich Böll et notamment Heinrich Böll, ça va être de financer l'ONG Réseau Action. Donc, il va regrouper plusieurs ONG, notamment Greenpeace France, ou Sortir du nucléaire. Et ces associations vont mener pour elles des actions choc, typiquement lorsqu'ils avaient bloqué la centrale de Fessenheim, ou encore le réseau Action est enregistré comme faisant du lobbying. Donc à ce moment-là, ils peuvent passer par le réseau Action pour exercer du lobbying en France. Et c'est là où ça devient intéressant. Le réseau Action étant en France, c'est ça? Le réseau Action étant en France et regroupant Donc vous êtes en train de nous dire, les fondations, ils sont malins ces Allemands, les fondations en Allemagne, ils ne peuvent pas faire du lobbying direct, parce que sinon ils vont avoir des problèmes, c'est ça? Alors, les fondations n'ont pas le droit de faire de lobbying c'est ça, ils n'ont pas le droit du tout. Que ce soit chez eux ou dans d'autres pays. Voilà. D'accord. Et alors, pour pouvoir en faire chez nous, ils vont financer des ONG qui vont défendre leur point de vue,
Hein, et ces ONG qui vont vous dire, nous, on est naturel, C'est ça. c'est ce qu'on pense. Et là, on retrouve, bien entendu, des gens comme Greenpeace et Co. Et ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que jusqu'à récemment, donc sur le financement de Réseau Action, c'était Heinrich Böll qui apparaissait. Et Oui. maintenant, c'est directement le ministère de la coopération économique et du développement qui finance Réseau Action. Le ministère allemand, bien évidemment. Donc, Oui. donc ils ont trouvé que c'était encore plus simple. C'était un peu compliqué de passer par la fondation. Maintenant, c'est carrément le ministère qui dit « je vous paye » pour saboter l'industrie nucléaire française. Exactement. Et le problème, c'est que les politiques français... Et on trouve ça normal. Il paraîtrait que, en tout cas, ça n'inquiète pas ni le Premier ministre, ni le Sénat ou l'Assemblée nationale. Ça paraît incroyable quand même. Comme un pays allié, un pays ami. Vous direz que Churchill disait on n'a pas d'amis. Hein, ça, souvent, j'ai l'occasion de le répéter. Mais un pays allié, hein, le couple franco-allemand, en définitive, un ministère finance la dégradation, le sabotage, le dénigrement du nucléaire français en France par des ONG françaises. Et on trouve ça normal. C'est tout le principe de la guerre cognitive qu'ils réussissent à faire en France et ces actions d'influence que la France a du mal à cadrer encore aujourd'hui. Le problème, c'est que la France a ce côté très étatique et ne veut pas déléguer. Et le problème, quand on ne délègue pas et qu'on veut s'occuper de tout, c'est qu'on s'occupe de pas grand-chose au final. C'est vrai. Là, c'est de la sagesse que vous venez de dire. Alors après, c'est vrai que l'Allemagne, ça fait longtemps qu'elle est anti-nucléaire. Ça remonte... alors Fukushima a été une date clé, comme vous le disiez, pour arrêter complètement le nucléaire. Oui. Mais ce scepticisme allemand remonte à Hiroshima et Nagasaki au début. Puis après, c'est vraiment pendant la crise des euromissiles où il y a cette tension entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Justement, le parti des Verts, à ce moment-là, allemand, des membres de la Stasi et aussi du KGB, de mémoire, avaient infiltré les Verts pour justement commencer cette campagne d'anti-nucléarisation du monde, anti-nucléaire, vraiment une campagne anti-nucléaire. Et après, bien évidemment, il y a Fukushima qui fait que l'Allemagne prend peur. Près de 80% de l'opinion publique allemande ne veut plus de nucléaire. Et donc, à partir de là, ils ne veulent plus de nucléaire du tout en Europe. Parce qu'on a pu le voir lors des catastrophes nucléaires d'avant, ça ne touche pas forcément que le pays qui est hôte. Donc, ce dont ils ont peur, c'est potentiellement les nuages de radiation ou des choses comme ça. Après, c'est vrai qu'ils ont toujours prôné quand même ce scepticisme très nucléaire en Europe et ils préféreraient que ce soit le gazier ou le gazier aujourd'hui. Oui, seulement ce que vous êtes en train de nous dire à travers le rapport que vous avez écrit avec vos collègues, c'est qu'en définitive, une fois, certes, il y a ce scepticisme, certes, il y a un blocage, mais derrière, il y a des actions délibérées de propagande dans des pays étrangers, d'influence dans un pays étranger, pour faire que ce pays étranger arrête un élément fondamental de son équilibre économique. Bien sûr. Mais alors ça, c'est aussi en lien, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de perdre cet avantage comparatif qu'a la France, d'avoir une électricité qui est très peu chère en fait par rapport aux autres pays européens. Et qui en plus est décarbonée. Exactement. Bon, ça a été des grandes questions justement à l'Union européenne, de savoir si le nucléaire devait être considéré comme une énergie verte ou pas. Oui, mais là aussi, on a vu. Alors là, vous avez raison de le citer parce que dans les discussions récentes qu'il y a pu y avoir à Bruxelles, on a vu que les Français, avec d'autres, avec ceux qui avaient des centrales nucléaires, avec les Polonais, avec d'autres, disaient qu'il n'y avait aucune raison d'exclure le nucléaire, puisque le nucléaire était décarboné par essence. C'était vraiment la meilleure solution, alors que les Allemands avaient tout un groupe derrière eux, poussaient exactement dans le sens contraire, en disant mais pas du tout, il ne faut pas inclure le nucléaire. Et on revient à ce qu'on disait avant. C'est parce que l'intérêt de l'Allemagne, c'est surtout pas que les Français ou d'autres d'ailleurs puissent développer du nucléaire, puis seraient plus compétitifs au point de vue des prix que sont les prix allemands. Hein. Et c'était assez impressionnant. On s'est intéressé au Green Deal européen. Oui. Avec la taxonomie verte, qui était l'un des grands projets de ce Green Deal. Et donc la taxonomie avait été mise en place en mai 2018. Et le lobbying allemand, ne voulant pas que le nucléaire rentre dans cette taxonomie comme étant une énergie vertueuse, avait réussi à la faire supprimer de cette taxonomie, qu'on devienne payeur
en 2019. Aujourd'hui, c'est revenu, on a le label Oui. vert pour le nucléaire, mais il y a eu quand même ce travail de SAP pendant un an C'est pour ça, l'enlever. empêcher, oui. Exactement. Et eux, comme ça, ils touchaient des aides européennes quand la France n'en touchait pas, du coup, entre 2019 et 2022. Étant donné qu'ils ça, en étaient... plus, c'est ça. bien évidemment. Oui, donc pendant 2 ans, on a été pénalisé en plus de ce côté-là. On ne touchait pas les... 3 ans, oui. 3 ans, mais on ne touchait pas les avantages, enfin les subventions que touchaient les Allemands. On voit quand. Alors là, on peut se poser beaucoup de questions, franchement, sur la politique énergétique en France, hein, en ce qui concerne l'électricité quand même, parce que ou bien les gens n'étaient pas au courant, mais alors vraiment, ça pose un autre problème. Ou alors, on a laissé faire des choses qui paraissent incroyables. Mais jusqu'à récemment, le nucléaire, on n'en voulait plus aussi en France. Il y Oui, avait bah, cette absolument. Mais baisse. la France a retrouvé le nucléaire, il faut bien le dire, avec la crise ukrainienne. Hein. Oui. Parce que là, on s'est rendu compte que il fallait bien trouver des énergies, hein, et que C'est le ça. nucléaire, c'était peut-être pas si mal. Hein. Quand je vois la chef des Verts, là, qui est la ministre des Affaires étrangères allemande, qui trouve très bien qu'on réouvre des centrales à charbon et qu'on utilise du gaz de schiste américain, alors que c'est eux qui ont contribué en France à faire interdire le gaz de schiste. Quand même des questions à se poser sur le fond. Hein. Alors il y a toute une question aussi, et on en avait parlé, Alain, lors d'une émission, c'est cette notion d'intelligence économique d'un pays, Ouais. où là encore, la France est peut-être pas bien armée. Et là, encore une fois, il ne s'est rien passé en France. En tout cas, jusqu'à maintenant, peut-être que votre dossier va changer les choses, hein, certainement. On espère. On voit très bien, on voit bien. Il y a eu les normes. On a fait une émission d'ailleurs avec Claude Revel sur les normes pour expliquer comment, avec les normes, on pouvait jouer. Entre parenthèses, dans les normes, mon ami Claude Revel a évoqué le problème du nucléaire, entre autres choses. Hein. Là, on est en train de voir que, eh bien, pareil, on a, à travers des instruments de lobbying, des financements venus de l'étranger, on a démoli, on a dénigré de l'industrie française, enfin, un élément constitutif de la compétitivité française, en l'occurrence l'énergie, hein, et dans beaucoup de domaines, on vient de l'évoquer, il n'y a pas seulement il y a le pétrole, il y a le gaz, il y avait le nucléaire essentiel pour nous, il y avait le gaz de schiste. Nous savons que les sondages qui avaient été faits montraient que la France était d'un des pays où il y avait le plus grosse réserve de gaz de schiste dans le sol. Bon, on a décidé, et ça c'est la loi, on a décidé de ne pas y toucher, mais aujourd'hui on achète du gaz de schiste américain qui arrive par le Havre. Il y a quand même des questions à se poser, hein, et on autorise effectivement les centrales à charbon. On en a réouvert une en France, mais les Allemands, eux, ils en ont ouvert plus d'une dizaine. Des problèmes de partout. Et moi, ça me rappelle, si vous voulez, ce qu'on a vu aussi dans un autre domaine, qui est le domaine de la défense. Ou le domaine de l'espace. Hein. Dans le domaine de l'espace, les Français, avec la fusée Ariane, on savait faire des satellites et autres. Bon, les Allemands ont dit, mais nous, on n'a peut-être pas fait Ariane et autres, mais c'est nous qui avons fait les V2 pendant la guerre, effectivement, ça, on ne peut pas le nier. Hein. Et du coup, on est légitime dans l'espace. Et ils ont obtenu, à Bruxelles et ailleurs, des aides, et avec l'accord des Français, pour pouvoir construire des satellites d'un côté, et puis commencer à faire des lanceurs. Donc, là aussi, bon, mais encore, ça pouvait passer. Mais dans la défense, regardez tout ce qui s'est passé dans la défense. D'un côté, avec nos amis allemands, nous avons passé des accords pour faire un char en commun, le fameux char, pour faire un avion de reconnaissance maritime, ensemble, pour faire le fameux SCAF, l'avion du futur. Dans chaque cas, on a signé des accords avec les Allemands pour faire la recherche, pour faire le développement. Et jusqu'à maintenant, à part le SCAF, et Dieu sait s'il flotte actuellement, mais pour tout le reste, tous nos projets sont arrêtés parce que les Allemands, en cours de route, nous ont laissé tomber et se sont mis à acheter du matériel américain. Donc, on a vraiment l'impression à ce moment-là, on se dit, mais attends, mais on s'est fait avoir, parce que nous, pendant des années, on a attendu, on a traîné parce qu'il fallait qu'on se mette d'accord, et au moment où enfin on signe, ils nous disent, ben, enfin, on a signé, mais on va acheter le matériel de l'autre. Regardez ce qui vient de se passer avec le système en cours actuellement, avec le système de défense antiaérien
il y a un système européen qui a été développé avec MBDA, eh bien, c'est pas lui qu'on prend. Les Allemands recommandent le système américain aujourd'hui. Donc, on voit bien que la coopération, le couple franco-allemand, il y a des sérieuses questions à se poser. Alors, je note qu'en Allemagne, certains des parlementaires allemands disent c'est pas bien, on est en train de se brouiller avec les Français. Mais de l'autre côté, de notre point de vue à nous, et quand on vous écoute, il y a quand même des grosses questions à se poser parce que, en définitive, on est face. Est-ce que l'ami, notre ami de toujours, avec qui nous travaille le couple de toujours, est-ce qu'il n'est pas en train de nous cocufier régulièrement depuis un certain temps? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser quand même, hein, et sur lequel nos politiques, nos parlementaires vont avoir à répondre. C'est bien évident. Et le gouvernement, bien sûr. Parce que c'est un problème qui devient de plus en plus sérieux. Peut-on faire confiance à un partenaire qui systématiquement sabote toutes nos initiatives et qui, en plus, même vient pénaliser les domaines d'activité qui sont performants chez nous? Il y a quand même des questions à se poser. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que si on faisait la même chose en Allemagne, ils l'accepteraient, hein. J'en doute. J'en doute sérieusement, d'ailleurs, hein. Je ne sais pas si... Enfin, vous avez travaillé sur ce domaine, mais je n'ai pas connaissance, moi, de fondations françaises qui font la même chose en Allemagne, hein. On ne sait pas trop, on s'est vraiment focalisé sur les fondations allemandes, donc je ne peux pas vous dire. Je vous le mets tout de suite à l'aise, je crois qu'il n'y en a pas. Et alors, ces fondations, donc, vous avez étudié leur rôle, leur poids, leur impact en France. Vous avez abordé aussi le rôle au Parlement et à la Commission européenne. Là aussi, ils sont très, très actifs. Après, en règle générale, les Allemands, sans parler des fondations, sont très présents, ont un lobbying très présent à l'Union européenne, à Bruxelles. Oui. Très fort. Mais ce qui est impressionnant avec votre rapport, effectivement, avec Alain Juillet, on aborde souvent l'intelligence économique et on parle souvent des signaux faibles. Ouais. Mais là, c'est même plus des signaux faibles, c'est un boulet de canon. Et là, personne n'est intervenu. En fait, c'est vrai qu'il suffit juste de lire les rapports pour se rendre compte qu'ils sont complètement antinucléaires. Il y avait quelque chose, donc on a beaucoup parlé de Heinrich Böll, mais la Fondation Rosa Luxembourg a aussi publié quelque chose d'assez intéressant. Elle a fait un atlas de l'uranium, donc qui se concentrait sur qui étaient les producteurs de l'uranium. Et la France a été dans le viseur, bien évidemment, par rapport au Tchad, où en gros, elle disait qu'on profitait du développement économique là-bas pour continuer à exploiter de l'uranium. Et Orano, l'entreprise française qui est spécialisée dans l'uranium, a été aussi ciblée en disant que en fait, c'était des crises, elle perpétuait des crises monumentales sur ce pays-là. Et de mémoire, il parlait même de vestiges de la France-Afrique en parlant de cette relation entre le Tchad et la France. Donc il y a aussi, pour la Fondation Rosa Luxembourg, elles sont dans nos relations avec les pays africains ou dans nos relations en fait internationales, tout simplement. Mais ça pose beaucoup de problèmes parce que souvent, nous, on met en cause, on en a parlé d'ailleurs, hein, on met en cause les Américains dans certaines actions en disant regardez Alstom, regardez d'autres. Hein, bon, c'est scandaleux, ils sont intervenus chez nous. Et là, on découvre un pays qui est très proche de nous et qui, en définitive, pratique les mêmes méthodes. Totalement. Et je dois vous dire que, alors là, c'est peut-être la mauvaise habitude que j'ai, mais de chercher les choses. Mais sachant qu'on ne peut pas empêcher une prise de contrôle d'une entreprise française par une entreprise européenne, parce que la loi là-dessus est formelle, hein, on peut se battre contre les Américains qui veulent racheter quelque chose chez nous, on ne peut pas se battre contre des Allemands, des Belges, des Espagnols ou des Italiens qui peuvent le faire. Sachant qu'on ne peut pas se battre contre eux, et voyant les moyens d'influence qu'ils peuvent utiliser, on peut se dire qu'il y a peut-être eu des fois où, en définitive, il y a eu des stratégies qui ont été menées contre des entreprises françaises, et il faudra regarder. Il y a peut-être des cas où, en définitive, on s'est fait avoir, comme on s'est fait avoir par d'autres pays. Et donc, peut-être qu'on a tort de regarder uniquement ce qui se passe hors Europe. Peut-être qu'en Europe, il y a peut-être des cas où c'est peut-être pas bien non plus. Il y avait cette phrase de l'ancien président d'EDF, Proglio, c'est Henri Proglio. Voilà, qui a rappelé que en fait, les Allemands voulaient détruire la filière nucléaire absolument. et que depuis 30 ans, et qu'en fait,
in fine, ils avaient réussi. Alors, je ne me rappelle plus ces mots Oui, précisément. non, mais il l'a dit. Et, Mais, on sent que c'est très intéressant. Sa déclaration à l'Assemblée c'est nationale, ça. son audition était passionnante. Mais Poglio n'a pas été comme vous, n'avez pas donné le détail sur les fameuses fondations. Donc il disait oui, on a subi des attaques, il y a eu des actions de lobbying et tout, mais il restait, et parce qu'il ne savait pas à l'époque, à mon avis, tel que je pense, hein, il restait sur un disant oui, on a pris des coups, mais on ne sait pas d'où ils viennent. Alors que là, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, on va plus loin puisque vous lui dites non, non, ça vient pas de nulle part. Ça vient de deux fondations, Rosa Luxembourg et Heinrich Böll, qui sont des fondations allemandes et qui en plus aujourd'hui sont payées par l'État allemand. Donc là, on est maintenant, c'est clair, quoi, si vous voulez. Bah, surtout dans notre rapport, en fait, on évoque à la fin de ce rapport, on évoque l'idée de développer une instance Oui. de l'Assemblée nationale, un peu sur le même Oui, le registre que, de mémoire, c'est le Miviludes Oui. contre les déviances sectaires. Et donc là, ce serait pareil, créer une instance qui permettrait de comprendre comment fonctionnent les fondations, les limiter, savoir comment elles agissent sur notre souveraineté, et si elles agissent de manière trop négative, potentiellement il faudrait les sévir, empêcher, il faut les sévir. Et donc c'est ce qu'on propose. Après, on n'est pas non plus politicien, donc Bien sûr, ouais. c'est vraiment à notre humble niveau. Mais on a cette volonté de se dire, bah, voilà, on vous propose comment réagir à ça à la fin de notre rapport en disant, encore une fois, c'est l'Allemagne, elle assume complètement ce qu'elle fait, c'est juste la France Oui, bien sûr. qui refuse d'ouvrir les yeux, en fait. Donc Mais on ne peut pas reprocher à l'Allemagne de jouer son jeu. non. Chaque pays est là pour défendre sa politique et pour utiliser tous les moyens possibles pour que sa politique soit gagnante. Donc ça, c'est pas moi qui vais critiquer l'Allemagne, pas plus que je critique les États-Unis quand ils font un coup comme la Somme, où je dis bravo, l'opération était superbe. Et alors une question que je me pose moi là-dedans, c'est est-ce que alors les relais d'opinion, les ONG ou autres relais d'opinion d'instituts comme cela, en France, est-ce qu'ils ont conscience quand même qu'ils sont manipulés par une puissance étrangère? Je pense que ça les... Pour parler, pour prendre l'exemple, je ne sais pas moi, de Greenpeace, je ne pense pas que ça ne les dérange réellement, puisque leurs objectifs sont les mêmes. Dans le sens où en finir avec le nucléaire, ça fait partie de leurs objectifs. Et Oui. donc ils acceptent, je pense, je pense qu'ils acceptent complètement les financements parce que ça va aller dans leur sens, en fait. Donc en fait, ça va être un peu du donnant-donnant. Pour le Greenpeace, c'est tout gagnant. Et pour les fondations, ça va dans leur agenda politique et ça va dans l'agenda politique allemand du Bundestag. Mais bon, enfin, ça pose quand même un problème parce que, d'accord, ça va dans leur état d'esprit, mais enfin, c'est quand même de l'argent qui vient d'ailleurs, hein. Ah, bien évidemment. J'avoue que là, pour le coup, je ne suis pas à la place du président de Greenpeace, mais c'est vrai que, ou d'autres associations, mais je Vous pense que savez, eux, Greenpeace, personne ne sait comment ça se passe, hein. C'est la direction de Greenpeace, on ne sait pas, hein. Il y a toujours eu un blocage. Ils n'ont jamais tout révélé. Greenpeace, c'est très opaque à un certain niveau. Comme souvent d'ailleurs, dans beaucoup d'ONG, on ne sait pas où c'est sur les financements, on n'a pas les informations sur les financements, ou on n'a pas les informations sur les dirigeants. la fondation Heinrich Böll est en partenariat avec Greenpeace, enfin avec le réseau Action, mais elle intervient aussi lors de réunions chez les Verts, où ils vont parler ensemble du nucléaire, etc. Donc Ouais. il y a cette volonté de se rapprocher des partis politiques aussi, et je pense leur souffler dans l'oreille un peu les idées qu'eux ont et leurs objectifs pour descendre le Vous vous nucléaire. rendez compte, ça veut dire que c'est un parti politique allemand est en train d'influencer la politique française. Totalement. Merci d'abord d'être venu. Merci à vous. Merci de qu'on m'avoir ait accueilli. pu échanger sur un élément qui fait beaucoup de bruit actuellement dans les milieux officiels et les milieux politiques, parce que c'est la première fois qu'on met vraiment le doigt sur une opération de ce genre. Une fois de plus, ça permettra à nos auditeurs de réfléchir sur cet environnement qui n'est pas forcément amical, hein, et qui fait que la politique française, au point de vue économique, c'est pas facile de l'amener quand on voit toutes les choses trappes et tous les mauvais coups dont elle est victime, pas seulement par nos fautes, mais également par des actions venues d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut trouver ce rapport? Alors, on peut le trouver sur le site de l'EGE, tout simplement. D'accord, il est ouvert. Il est complètement ouvert à tout le monde.
n'importe qui peut le lire. Il y a même une version anglaise pour les étrangers ou ceux qui veulent le lire en anglais, bien évidemment. Et oui, on peut le trouver complètement gratuitement sur le site de l'EG. En plus, vous êtes généreux. C'est bien. Eh bien, écoutez, encore une émission vraiment passionnante. Merci de nous suivre. Encore une fois, vous pouvez liker l'émission, vous abonner, activer la cloche et vous verrez l'ensemble de nos émissions sur YouTube le vendredi à 17h, 17h30. Merci, à bientôt.